Chers amis, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la vallée Nahanni. Alors, effectivement, nous sommes dans un nouvel épisode qui sera intitulé Nahanni Valley, épisode 2, l'avion perdu, la cabane de la faim et le trappeur fou de la rivière Rat. Alors, il est vrai que ces dernières semaines, nous avons fait un focus particulier sur la série principale Missing 411, avec pas mal de révélations entre l'épisode 17 et l'épisode 18, notamment cette orientation autour des Néphilim, comme quoi il y aurait un lien possible, je dis pas établi, mais un lien possible entre les Néphilim et le Sasquatch, qui nous a mené à notre analyse spirituelle partie 2, okay, pour lequel j'ai répondu à plusieurs questions, un ensemble de questions. Et d'ailleurs, avant la fin de l'année, donc avant le 31, je ferai une courte vidéo de questions-réponses, encore une fois, sur des questions très intéressantes qui m'ont été posées. En tout cas, aujourd'hui, nous continuons notre exploration des histoires et des légendes nichées au cœur de la vallée de Nahanni. C'est cette oasis mystérieuse située dans les territoires du nord-ouest du Canada. Cet endroit, comme nous l'avons vu dans l'épisode 1, est tristement célèbre pour ses morts inexpliquées, ses disparitions, ses horreurs, ses décapitations notamment, et bien d'autres mystères. Cet épisode particulier d'aujourd'hui mettra en lumière de nouveaux récits de personnes égarées dans cette région sauvage, ainsi que la célèbre histoire de la chasse à l'homme, la plus vaste, la plus longue de l'histoire du Canada, pour laquelle je pensais vraiment que c'était une légende pendant très longtemps. Et ce n'est qu'en faisant les recherches pour la vallée Nahanni que je me suis rendu compte que cette histoire était absolument hallucinante, mais qui touche d'autres provinces, mais qui va se centrer aujourd'hui sur les territoires du nord-ouest et la vallée Nahanni. Et nous aborderons également, naturellement, la redoutable malédiction qui semble peser sur l'ensemble de la vallée, condamnant quiconque tente de perturber l'ordre naturel ou d'en extraire les ressources vers un destin tragique. Donc sans plus tarder, chers amis, plongeons encore un peu plus dans ce deuxième épisode des légendes de la vallée Nahanni. Générique. Alors, chers amis, commençons par le commencement. Nous allons commencer avec le crash d'Angus Mackenzie. Mayday, Mayday, Cessna 180, immatriculé CFFNY, subit une défaillance mécanique. Angus Mackenzie s'est lentement extrait de la carcasse de son Cessna détruit. Il s'était écrasé dans la vallée Nahanni. Désespéré de s'éloigner des débris de son appareil, il était le seul pilote et passager de l'avion lorsqu'il se retrouvait bloqué sur le flanc d'une montagne dans la vallée de Nahanni. À cause d'un problème mécanique, il était devenu un nouveau prisonnier de cette terre impitoyable. Ah, effectivement, la vallée Nahanni était déjà une légende à cette époque. Le signal de détresse qu'il avait lancé par radio avait peu de chances d'avoir été capté. Les probabilités que quelqu'un l'entende étaient minces, d'autant plus qu'il se trouvait dans une des zones les plus isolées du pays. Cependant,
Il savait que lorsqu'il ne se présenterait pas pour livrer les provisions qu'il transportait, quelqu'un finirait forcément par partir à sa recherche. Et puis, il y a naturellement la volonté de survivre. Le seul problème était désormais de survivre jusqu'à l'arrivée des secours. Il n'a pas hésité une seconde à se mettre au travail. Le crash avait été un impact propre, laissant la majeure partie de l'avion intacte, ainsi que les provisions qu'il transportait. Donc en tant que pilote vétéran, il avait passé des heures à lire des manuels de survie et à imaginer divers scénarios au cas où la malchance d'un accident frapperait. Maintenant que cela lui arrivait, enfin se remémorait ses longues heures d'études méticuleuses et de préparation. Nous étions effectivement en 1962 et bien qu'un certain délai soit accordé aux avions pour atteindre leur destination, le protocole dictait que le pilote devait signaler par radio sa position estimée et son heure d'arrivée en cas de problème mécanique ou de mauvais temps. L'attente dans le froid polaire. Dans le cas d'Angus Mackenzie, il était convaincu que quelqu'un finirait par venir le chercher, même si cela pouvait prendre du temps. Il était un pilote expérimenté, et le fait qu'il s'écrase dans un paysage aussi traître était étrange en soi, mais heureusement, il savait quoi faire pour survivre. Le problème était que nous étions déjà en janvier. Et c'était un hiver particulièrement rude. Il savait qu'il devait rester près de l'appareil, s'il voulait avoir une chance d'être repéré. Mais cette situation ne pouvait pas durer éternellement, au sommet de cette montagne gelée. Comme il s'y attendait, une équipe de secours fut effectivement dépêchée, mais elle ne parvint pas à le localiser à temps. Bien qu'ils connaissent approximativement sa trajectoire de vol, ils ignoraient là où il avait pu s'écraser. Donc l'échec des premières recherches. La vallée Nahanni est un immense territoire. En termes de taille, c'est un des plus grands parcs nationaux d'Amérique du Nord. Et y retrouver quelqu'un relève du miracle. Donc c'est pour ça qu'il y a tant de disparitions, des gens qui s'y perdent. Une fois qu'ils s'y perdent, c'est quasiment impossible de les retrouver. Malheureusement, pour Angus, son avion était trop petit pour être repéré par les appareils de secours. Et donc, il fut abandonné sur le flanc de la montagne après l'arrêt des recherches. Cependant, ce revers ne découragea pas Angus. Il était déterminé à vivre et il y parvint. Par chance, son avion transportait une grande quantité de rations, ce qui lui permit de vivre confortablement pendant un certain temps. Finalement, en août, environ 7 mois après le crash, il est toujours là. Et puis un avion de passage repéra le Cessna accidenté et signala la découverte aux services de recherche et de sauvetage locaux qui réagirent promptement à l'idée de retrouver Angus. Maintenant, le mystère de la disparition d'Angus. Parce que vous devez vous poser la question, pourquoi il nous raconte cette histoire? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Il s'est écrasé. Il s'est écrasé? Oui, il y a une disparition. Ceux qui le connaissaient savaient qu'il était le genre d'homme capable de survivre à un tel crash. Avec sa cargaison, il aurait pu tenir des mois et des mois. En apprenant que son avion avait été retrouvé, beaucoup se mirent en action, espérant qu'il soit encore là. 7 longs mois, c'est une durée impressionnante pour survivre seul sur une montagne pendant l'hiver canadien. Alors, comme moi qui vis au Canada, je vais vous donner un exemple, ça fait plusieurs jours hier il faisait moins 23. Je suis allé chercher du bois pour faire pour allumer ma cheminée. Je vais vous dire, j'ai passé 5 minutes dans ma cabane, dans mon jardin pour récupérer mon bois. J'avais les mains gelées. C'était moins 22. Là, on parle d'un hiver un hiver rude dans le territoire du Nord-Ouest. Et facile, l'hiver, facile. Un moins 40, moins 60. Donc vous avez un moins 30 par exemple, facteur vent, ça fait moins 60. Le ressenti devient moins 60. Donc vous atteignez très facilement des températures aux alentours de moins 40. Très très facilement. Donc c'est très impressionnant qu'il ait tenu si longtemps. Donc les équipes de secours descendirent vers l'épave avec une impatience. Vous pouvez imaginer, 7 mois, ils se disent, s'il est toujours là, il est à peine vivant. Mais leurs espoirs furent douchés. Parce qu'ils s'attendaient à le trouver, parce qu'il a quand même de l'expérience. Ils arrivent à l'appareil, il n'était pas là. Apparemment, à un moment donné, durant ces 7 mois d'attente, Angus avait décidé de partir à la recherche de secours si ceux-ci ne le trouvaient pas.
L'épreuve de sa survie était toujours bien présente. Alors maintenant, on va aborder le sujet qui brûle les lèvres. Que lui est-il arrivé? Et donc, il y a le journal de bord et les hallucinations. Le fait qu'Angus ait survécu sans blessure était évident, grâce à un journal trouvé dans les restes de l'avion, détaillant sa vie après le crash. Un arbre situé à peine à 1 mètre de l'avion abritait une petite tente de fortune et 52 encoches s'étaient gravées dans l'écorce, indiquant le nombre de jours passés sur place. Il avait également utilisé une balle en plomb de calibre .303 comme crayon pour ses entrées de journal, où il racontait avoir vu des avions de secours voler au-dessus de lui sans jamais le repérer. Voir ces sauveteurs passer si près de lui sans le voir finit par briser le moral d'Angus. Vers la fin de son journal, les choses devinrent étranges, très étranges. Angus écrivit qu'il commençait à voir ou entendre des choses au loin qui n'existaient pas. Alors, on parle d'ombre dans la nuit. Des voix semblaient monter le long de la montagne, portées par le vent, jusqu'à ses oreilles, pendant qu'il essayait de dormir. Des ombres filaient derrière les rochers. Des silhouettes humaines disparaissaient au bord des falaises. Et les formes monstrueuses de créatures étranges rôdaient dans l'obscurité, juste au-delà de la lueur de son feu de camp. Angus vivait quelque chose sur cette montagne. S'agissait-il des hallucinations d'un esprit brisé ou d'une réalité? Personne ne le saura jamais en réalité. Plusieurs provisions manquaient dans l'avion. Et les indices de son journal indiquaient qu'il allait tenter de descendre la montagne vers le lac Macmillan, où se trouvait un camp. Pourtant, personne là-bas ne le vit jamais. Angus était vivant, puis il disparut de la surface de la terre. Quelque chose sur ces montagnes de la vallée Nahanni l'a poussé à abandonner son site de crash d'une manière improbable pour un pilote expérimenté. Alors, chers amis, maintenant, suite à l'affaire Angus MacKenzie, vous vous souvenez, j'avais pu faire un hors-série qui parlait du Wendigo dans la série hors-série cryptide liée à Missing 411. Et j'avais parlé du Wendigo comme un effet d'isolement lié à la fois à l'isolement social, mais aussi à la faim. Et donc on va attaquer un cas qui est lié donc à Nahanni Valley, qui s'appelle la cabane de la famine, qui est estimée à environ 1959-1958. Fin 1958-1959. Donc, le camp dont Angus MacKenzie parlait, c'était ce camp qui se trouvait en bas de la montagne où il se trouvait, où il s'était écrasé, qu'il avait tenté de rejoindre, et qui se trouvait au lac Macmillan. Et cette cabane portait le nom d'une affaire survenue 4 ans plus tôt, donc en 1959, comme je le disais, et qui s'appelait la cabane de la famine. Comme on l'appelait, c'était un autre cas bizarre de ce que l'on avait pu décrire comme de la folie liée à l'extrême isolement et à la faim. Quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on en avait vu dans l'affaire du Wendigo. Donc c'était un lieu de faim extrême où des prospecteurs et chasseurs chevronnés subirent ce qui semblait être une panique collective, une forme de dépression et un déclin mental lié à la faim. Parce qu'effectivement, alors que l'hiver s'installait, alors que les vivres elles-mêmes s'épuisaient, Alex Miskinen, Orville Webb, Thomas Pappas, Dean Ross Warren et John Richardson s'étaient installés sur la rive du lac Macmillan, dans l'espoir d'une découverte d'or. Ils avaient avec eux un traîneau, une équipe de chiens et assez de nourriture pour plusieurs mois. Maintenant, il y a l'infraction aux lois de la chasse. Ces lois de la chasse existaient déjà en 1959. Effectivement, ils étaient confiants. Mais parfois, la confiance et le confort poussent à enfreindre les règles. Fin décembre, 2 gardes-chasse, Grass, Cross et Frank Bailey, rendirent visite aux 5 prospecteurs pour inspecter leur camp et leur stock. Ils découvrirent que les hommes avaient abattu un nombre de caribous et d'élan bien supérieur à la limite légale. Bailey les réprima sévèrement, leur interdisant de tuer d'autres animaux à moins d'être en danger de famine. Les gardes-chasse et leur pilote, James Franklin, saisirent le surplus de viande et informèrent le gendarme Vic Werebicki
du détachement de Fort Laird de l'infraction. Werebiki était l'un des membres les plus respectés de la GRC, de la Gendarmerie royale du Canada, connu pour son discernement et sa rigueur. Maintenant, il y a le refus de l'aide. Le lendemain, les 3 hommes retournèrent au lac Macmillan, non pas pour punir davantage les prospecteurs, mais pour s'assurer qu'ils ne chassaient plus. Ils avaient dépassé un quota et donc ils avaient saisi la viande qui avait été prise lors de la chasse et ils sont revenus pour leur proposer de les ramener à la civilisation avant que l'hiver ne se referme sur eux. Et comme on pouvait s'y attendre, les 5 prospecteurs ne furent pas intéressés par l'offre. Certains étaient encore furieux de s'être fait confisquer la viande, les fourrures, et le groupe n'avait pas trouvé l'or qu'ils étaient venus chercher. Werebiki inspecta leurs provisions pour s'assurer qu'ils pouvaient survivre à l'hiver et repartit avec son équipe, laissant les 5 hommes livrés à eux-mêmes. On n'entendit plus parler d'eux pendant de longs mois. Le message de détresse SOS. Donc le message de détresse SOS. L'intérêt pour la quête des prospecteurs finit par s'estomper jusqu'à ce que 2 pilotes de la brousse de Yellowknife, donc Yellowknife c'est la plus grande communauté, c'est la plus grande ville aujourd'hui, mais à l'époque c'était une grande communauté qui était la plus grosse communauté des territoires du Nord-Ouest. Donc les frères Chuck et Jim McAvoy s'intéressent à l'affaire. Début mai, ils survolèrent le camp pour voir comment les choses se passaient. Ils ne virent aucun homme, mais aperçurent un message glaçant piétiné dans la glace et la neige du lac. SOS. Save our souls. Sauvez nos âmes. Inquiets, les 2 frères posèrent leur avion et marchèrent à travers la brousse épaisse pour arriver à la cabane étrangement silencieuse. Ils ouvrirent la porte avec appréhension et trouvèrent 2 hommes gisant sur le sol. Dean Ross Warren et John Richardson. Tous 2 sévèrement émaciés à cause de la faim, incapables de tenir debout. Une histoire d'horreur et de désespoir. En marchant péniblement vers l'avion, les 2 hommes racontèrent leur calvaire. En janvier, le groupe attendait une livraison de provisions par avion qui n'est jamais arrivée. Avec l'hiver, rendant la chasse difficile, leurs stocks s'épuisèrent rapidement. La faim commença à ronger leur esprit autant que leur corps. Lorsqu'ils réalisèrent que l'aide ne viendrait pas, ils tentèrent de chasser l'élan et le caribou, mais il manquait de force pour traîner les carcasses des kilomètres à travers la neige. Parce que un caribou ou un élan, ça peut peser des centaines de kilos. Désespérés, ils prirent la décision de dépecer et de manger leur chien de traîneau. L'un des hommes, plus égoïste, cacha une carcasse de chien dans un trou dans la glace pour la manger seul. Quand la viande fut si pourrie que les poils s'en détachaient, il la fit cuire et mangea tout. Un autre fit la même chose avec des entrailles de caribou, laissant la bonne viande aux loups qui rôdaient autour du camp. L'histoire d'Alex Miskinen fut la plus étrange. Après avoir échoué à attraper du poisson, il revint à la cabane, prit son appareil photo, ses jumelles et son sac. Il annonça qu'il partait chercher du fil de fer pour fabriquer des collets. Personne ne comprenait où est-ce qu'il comptait trouver cela. Ils étaient si loin de la civilisation que ça ne faisait aucun sens. Environ 30 minutes après son départ, une explosion retentit au loin. Aucun des hommes n'eut l'énergie d'aller voir. Après plusieurs heures, l'un d'eux finit par suivre sa trace. À seulement 500 mètres de la cabane, il trouva les restes sanglants de Miskinen éparpillés dans la neige. Ils s'étaient donné la mort en allumant leur dernier bâton de dynamite contre son corps pour mettre fin à sa misère. Maintenant, la disparition d'Orville Webb et Thomas Pappas. Après la mort de leur ami, Orville Webb et Thomas Pappas décidèrent de partir dans la nature pour chercher de l'aide. Mais comme nous le savons, une fois qu'on s'enfonce profondément dans la vallée de Nahanni, les choses vont se gâter naturellement. Les chances de réapparaître naturellement quand on s'enfonce dans la forêt Nahanni, les chances de survie sont très minces. Ce fut le sort de Webb et Pappas. Warren et Richardson les regardèrent partir et ce fut la dernière fois qu'on les vit. Warren et Richardson, comme vous le savez, furent sauvés par les frères McAvoy et retrouvèrent la santé, mais ils ne retournèrent jamais dans la vallée, hantés par ces souvenirs.
Ils étaient convaincus jusqu'à leur mort que la malédiction de la vallée Nahanni avait joué un rôle dans leur tourment. Alors, maintenant, chers amis, attaquons des théories sur la malédiction. Dans le premier épisode, comme si vous vous en souvenez, j'ai mentionné la malédiction qui protégerait, soi-disant, la vallée contre ceux qui voudraient lui nuire. Depuis des centaines d'années, on pense qu'elle inflige des horreurs à ceux qui s'y aventurent. Les pannes mécaniques d'Angus Mackenzie, sa disparition étrange, les événements tragiques de la cabane de la famine, tout cela alimente la croyance en cette malédiction. Il existe d'innombrables histoires de disparitions, et si nous devions tous les aborder, de ce que j'ai retrouvé, cette série prendrait 10-15 épisodes. Mais penchons-nous plutôt sur les théories pour un petit instant. La première est simple. L'environnement est si hostile que isolé, les gens n'étaient tout simplement pas préparés. Un tel isolement, une telle pression de l'isolement et du silence qui occupe la vallée Nahanni. Il y a aussi autre chose, c'est que les hivers canadiens sont extrêmement brutaux. Donc quand on parle de l'hiver à Toronto, on se dit on est dans des températures qui oscillent entre maximum à -10, ça peut rentrer dans le positif. Quand vous allez à Vancouver, il fait en général entre -2 et 10 degrés. Donc vous vous dites, l'hiver canadien, c'est pas si terrible. Et quand vous êtes à Montréal, vous sentez la différence. Parce que là, vous avez, quand vous êtes autour de Montréal, moi qui suis en banlieue, on tourne entre l'hiver -30 jusqu'à des bonnes températures, c'est du -10 ou du -5. Mais en général, on est plus proche du -15. Par exemple, on est aujourd'hui samedi 27 décembre. Aujourd'hui, il fait un petit quoi? Il fait un petit -14. Donc voilà, c'est pour vous donner un exemple. Donc là, on est dans des zones où il y a une relative population, donc il y a une température qui est un peu moins agressive. Mais si vous allez dans des territoires qui sont plats, des forêts, des plaines, c'est incroyablement froid. Ok, donc l'hiver est mortel en réalité. Donc faut dire les choses telles qu'elles sont. Pourtant, la vallée Nahanni est souvent décrite comme une oasis où les températures restent plus clémentes que dans la toundra environnante, parce que vous êtes protégé des arbres. Donc il y a une température qui est un peu plus clémente, mais il fait quand même très froid, ce qui rend donc de par la présence de la forêt, ça rend pour moi les centaines de morts dont on parle, parce que moi je vous donne vraiment une vision restreinte de ce qui s'est passé, mais au cours des dizaines d'années qui sont passées, voire des 100 dernières années, on parle de centaines et de centaines de morts suspectes dans la région Nahanni, avec des disparitions que les gens, typiquement du Missing 411. Donc effectivement, quand on pense à la forêt, la protection que la forêt peut donner au froid, on peut se demander, y a-t-il un lien entre la faune sauvage ou l'intervention humaine? Parce qu'effectivement, dans le Grand Nord canadien, il y a bien sûr la faune. Les ours, les loups, les élans. Les élans qui, quand ils se sentent menacés, peuvent attaquer l'humain. Mais les loups et les ours ne décapitent pas proprement leur proie. Ils les attaquent, les tuent et mangent la viande. Mais là, le reste du corps humain reste intact. Et naturellement, les ours et les loups ne brûlent pas des cabanes, ni ne tordent pas des fusils, n'ont pas la capacité à tordre des fusils. Cela exclut naturellement les animaux comme seuls coupables. En 1971, Sir Ranulph Fiennes, un explorateur et officier de l'armée britannique, mena une expédition dans la vallée. Interrogé sur la légende de la malédiction, parce qu'en fait, toute l'Amérique du Nord à cette époque connaissait la légende de la malédiction de la vallée Nahanni, de la forêt Nahanni. Parce que même les Dénés, qui était une tribu qui était relativement ouverte, en parlait avec tout le monde, que ce soit d'autres tribus ou soit avec les blancs ou les gens qui étaient des aventuriers dans le Grand Nord canadien. Donc Sir Ranulph Fiennes déclara que c'était très étrange cette situation, parce que la plupart des disparus étaient des prospecteurs endurcis habitués au Grand Nord.
et qu'il est curieux qu'aucune autre région aussi reculée ne compte autant de récits et de morts, et puis aussi de cabanes brûlées. Donc quelque chose d'anormal se passe dans cette vallée. Alors, on peut penser à autre chose. La loi de la cupidité. Une autre théorie est celle de la cupidité humaine, que nous avons abordée à plusieurs reprises. Et la corruption humaine par l'argent. À l'époque des premiers prospecteurs, la vallée Nahanni était une terre de non-droit. On pouvait tuer quelqu'un pour son or et s'en sortir car l'aide était à des jours de distance. Puis on peut balancer le corps quelque part, personne ne retrouvera aucune trace. Les prospecteurs étaient connus pour s'entretuer en secret. Quand l'un trouvait de l'or, on voulait tuer la personne et prendre tout ce qu'il avait. De plus, les populations autochtones locales n'étaient peut-être pas ravies de voir l'homme blanc s'approprier les ressources de leur territoire. Donc il est fort probable que plusieurs personnes aient trouvé la mort de la main d'un autre homme, qu'il soit blanc comme lui ou indien. Il existe un individu célèbre qui a souvent été blâmé pour ses crimes. Alors c'est une théorie, et j'ai retrouvé beaucoup de traces sur cet individu qui s'appelait le trappeur fou de la Rat River. Chers amis, maintenant, je pense qu'il est temps de faire un segue ou une transition vers l'histoire de Albert Johnson, le trappeur fou de la Rat River. Alors, on le surnomma le trappeur fou de la rivière Rat. La rivière, donc c'est mélangé entre le français et l'anglais, je suis un peu perdu là. La rivière Rat, c'est la rivière du rat. Alors, mais il était aussi connu sous le nom de Albert Johnson. Donc Albert Johnson. Un nom qu'il avait probablement volé à un autre trappeur qu'il avait croisé dans le passé et qu'il aurait naturellement tué. Très peu de personnes l'avaient réellement rencontré, mais ceux qui l'avaient vu le décrivaient comme un solitaire sombre et taciturne, un homme des bois qui parlait avec une légère pointe d'accent scandinave. Okay. Alors il y a eu cette fameuse série sur le chemin de fer. Alors c'est une série que moi j'ai suivie depuis longtemps qui s'appelle Hells on Wheels. C'est l'histoire de la construction du premier de la ligne de chemin de fer transcontinentale entre l'Est et l'Ouest américain. Et il y avait dans cette série cet individu qui avait un accent, je veux dire scandinave, et qui était une sorte de tueur en série, une sorte de fou malade qui prenait plaisir à tuer les gens. Et je pense que cet individu dans cette série, donc Hells on Wheels, était sûrement tiré de la légende autour de Albert Johnson. Donc Albert Johnson, qui était un véritable reclus, préférant vivre très loin du moindre hameau ou poste de retraite, limitant ses interactions avec autrui autant que possible. Mais en décembre 1931, ses actions allaient conduire à une confrontation qui rentrerait dans l'histoire du Canada. Alors, cette histoire, moi au début, je pensais que c'était une véritable légende, l'histoire de Albert Johnson. Je l'ai recherché à plusieurs reprises et c'est vrai que c'était tellement hallucinant que je pensais que c'était une légende et apparemment c'est une histoire vraie. Donc, ça a commencé avec un trappeur autochtone nommé William Nerisu qui arriva au petit poste d'Arctic Red River pour signaler à la police que quelqu'un sabotait et déclenchait les pièges qu'il avait posés dans les bois. Il soupçonnait fortement Albert Johnson d'être la personne qui détruisait exprès ces pièges et espérait que les Mounties, les gens de la police montée, donc membres de la GRC, donc de la gendarmerie royale canadienne, viendrait l'interroger et clorerait le problème. Parce que, en fait, William Nerisu, étant un autochtone, avait peur de s'approcher d'Albert Johnson et que ça tourne en fusillade. Okay. Donc, pour éviter que ça prenne une tournure, je veux dire, incontrôlable, donc il connaissait la réputation du trappeur fou, là, et il ne voulait pas l'affronter seul. Au risque de se faire tirer dessus, comme je le disais, ou d'être être obligé lui-même de tirer sur lui, et donc de se défendre, et donc ça tourne en homicide. Donc c'est un homicide, naturellement il y a une enquête, il y a un coupable, il
Et la justice s'en mêle. Donc pour se protéger, il demanda donc l'aide de la GRC et dire bon voilà, pouvez-vous régler le problème. Alors les membres de la GRC, qu'on appelle les Mounties de manière générale, connaissaient eux aussi les rumeurs et eux-mêmes hésitaient à s'aventurer dans la nature pour aller parler à cet homme. Et donc pour se donner aussi une légitimité de neutralité entre, on va dire, les autochtones et puis les blancs, ils acceptèrent toutefois à contre-cœur, mais ils acceptèrent d'y aller et plusieurs se portèrent volontaires pour cette mission. Donc première confrontation, Johnson tire sur la police. Le 26 décembre, le constable, donc le connétable, je sais plus comment on dit en français, connétable ou constable. Bon, en anglais c'est constable, mais je pense en français ça doit être connétable. Donc c'est un rang, je sais pas ce que ça signifie, mais c'est un rang, peut-être un bas rang dans la GRC. Donc Alfred King et Joe Bernard partirent en raquette jusqu'à la cabane de Johnson afin de le questionner sur les accusations formulées par William Nerisu. En arrivant sur place, ils virent de la fumée sortir de la cheminée, donc Johnson était manifestement à l'intérieur de la cabane. Quand ils l'appelèrent, « Johnson, veuillez sortir s'il vous plaît, nous avons des questions à vous poser !» Johnson ne répondit pas, refusa de sortir ou de leur adresser la parole. Donc restait vraiment silencieux. Quand ils frappèrent à la porte, il refusait d'ouvrir. Donc comme ils ne pouvaient pas entrer de force, sans mandat. Donc ils ont tapé à plusieurs reprises, il refuse de répondre, il ne sort pas, et quand ils firent, donc la seule chose possible, jeter un coup d'œil par la petite fenêtre de la cabane, pour voir si, on ne sait jamais, s'il est blessé, s'il a quelque chose. Mais à peine ont-ils eu regardé par la fenêtre, qu'ils virent le visage furieux de Johnson, qui recouvrit immédiatement la fenêtre avec un sac de jute, leur bloquant complètement la vue. Défait, et ils ne pouvaient rien faire d'autre, et soupçonnant que Johnson dissimulait ou cachait quelque chose à l'intérieur, parce que la manière dont il a agi très étrange, les deux hommes quittèrent les lieux et parcoururent plus de 120 km le long de la rivière Husky jusqu'à un autre poste de la GRC à Alclavik. Là, ils rejoignirent les constables R.G. McDowell et le constable spécial, donc un agent spécial, Lazarus Citicinelli. Tous obtinrent un mandat de perquisition pour la cabane du trappeur fou. Les 4 officiers quittèrent Alclavik et revinrent à la cabane 5 jours plus tard, le soir du réveillon du Nouvel An. Comme auparavant, la fumée jaillissant de la cheminée indiquait que Albert Johnson se trouvait à l'intérieur. Les 4 hommes s'approchèrent lentement, à distance. King cria à Albert Johnson, l'ordonnant de sortir. « Johnson, sortez! Nous avons des questions à vous poser et nous avons un mandat. Et donc, si vous ne sortez pas, nous défoncerons la porte. » Donc, encore une fois, Johnson resta silencieux. Aucune réponse. Caché dans sa cabane. King ordonna aux autres de rester en arrière pendant qu'il s'avançait seul et frappait à la porte. Alors qu'il approchait, il cogna ses phalanges contre le bois. Un coup de feu déchira le silence. Le bruit fit voler les oiseaux dans les arbres et projeta le constable King en arrière dans la neige. Johnson venait de lui tirer dessus au travers de la porte avec un fusil. Par chance, le tir ne fut pas mortel immédiatement, mais en se tenant la blessure ensanglantée d'une main, se traînant de l'autre, King se replia vers le traîneau pour se mettre à couvert. Pendant ce temps, les 3 autres Mounties, donc les montés, ouvrirent le feu sur la cabane, criblant porte et murs de balles, mais King perdait aussi beaucoup de sang, donc il fallait s'occuper de lui. Après une salve d'échange de tirs des 3 officiers qui n'avaient pas beaucoup de munitions, ils n'étaient pas venus pour faire un hockey choral, donc ils sont venus, donc ils se sont dit, bon, on n'a pas beaucoup de munitions, King est blessé, on le prend et on bat en retraite. Comme c'était le Nouvel An et qu'une neige mordante tombait, ils mirent environ 24 heures pour revenir à Alclavik, et King fut conduit à un petit hôpital. Miraculeusement, il était vraiment mal en point. Il survécut et se remit de ses blessures en à peu près 1 mois. Okay. Donc maintenant, c'est l'escalade. Il y a une petite armée de Mounties contre un seul homme. La fusillade provoqua l'inquiétude au sein de la GRC, parce qu'ils se disent,
Si on laisse passer ça, c'est la position et l'autorité de la GRC qui est remise en question. Les gens sont au courant de ce qui s'est passé, puisque ce genre d'affaires se traverse très vite, se passe très rapidement de personne en personne. Une personne qui était dans un bar qui raconte à une autre personne et ainsi de suite. Et donc, le rapport des montées qui sont allés sur place va jusqu'à l'inspecteur Alexander Eames, commandant au sous-district arctique de l'Ouest et chef de la garnison d'Al-Klavik. Et donc, pour ceux qui ne sont pas... Encore une fois, hein, je le répète, mais je l'avais dit dans le premier épisode, mais l'épisode date d'un petit moment. La GRC, c'est la gendarmerie royale canadienne. Il s'agit de la police fédérale canadienne, qui est réputée pour son entraînement vraiment, vraiment rigoureux, avec des gens qui sont très bien entraînés, et avec un entraînement intensif. Et donc, qu'un seul homme fut blessé dans cette organisation, c'était un fait très grave. Okay. Et donc, encore une fois, pour maintenir l'autorité que la GRC avait, c'était des hommes très bien entraînés, donc qui étaient craints, parce qu'ils étaient vraiment forts. Ils se sont dit, bon, on peut pas laisser passer ça. Donc, 4 des leurs avaient essuyé les tirs. L'un avait failli se faire tuer, avait failli mourir. Donc, ça pouvait pas rester sans suite. Fallait qu'il y ait une réaction de la GRC. L'inspecteur Eames constitua principalement une équipe de 9 hommes, composée de constables de la garnison et d'un guide autochtone, pour se rendre à la cabane du trappeur fou et puis l'arrêter. Donc, comme il n'y avait pas eu de mort, donc là on l'arrête, le gars n'est pas mort, ils vont le juger, mais le King n'est pas mort. Mais comme Johnson disposait de l'effet de surprise et du temps pour se préparer et d'une meilleure couverture, l'inspecteur Eames estimait qu'il y avait une chance non négligeable qu'il soit encore en vie, et il devait répondre de ses actes. Les hommes chargèrent le matériel, remplissant les traîneaux de munitions et d'armes. Le 9 janvier au matin, l'inspecteur Eames conduisit son équipe hors d'Al-Klavik, droit dans le désert de la vallée Nahanni, prêt à affronter le trappeur fou. Et là, ça va prendre une tournure particulière. Le siège de la cabane fortifiée. En approchant de la cabane, donc ils ont pris, je pense, il me semble, 1 ou 2 jours pour arriver sur place. Et en approchant de la cabane en traîneau à chien, la petite armée, donc de 9 hommes, encercla silencieusement la structure. 4 hommes à l'avant, 5 autres sur les côtés, au cas où Johnson tenterait de s'échapper par une porte cachée. Une rapide reconnaissance révéla que Johnson se trouvait bien à l'intérieur. L'inspecteur Eames lui ordonna de se rendre. « Albert Johnson, sortez! Un de nos hommes a été blessé, vous devez répondre. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas pendu pour meurtre, car vous n'avez tué personne. Notre homme est sain et sauf, mais sortez !» Et donc, en indiquant naturellement qu'il devait tout de même être jugé pour avoir tiré sur un de ses officiers. Mais le silence de la cabane persista. Aucun bruit, aucune réponse. Alors que les Mounties s'apprêtaient à avancer, le canon d'un fusil apparut par un trou dans le mur et commença à tirer. Donc le temps qu'ils ont pris pour monter cette expédition, Albert Johnson a fait comme des sortes de meurtrières dans les murs de la cabane pour pouvoir y glisser ses fusils et tirer. Et il semblerait qu'il y avait des fusils disposés à chaque meurtrière qu'il avait mis en place. Donc, après ce premier tir, une violente fusillade éclata entre les 9 hommes et le trappeur retranché. Les constables continuaient d'encercler la cabane, mais ils étaient pris sous un feu nourri en provenance de tous les côtés. C'était fou, c'était comme si Johnson arrivait à bouger d'une meurtrière à l'autre. Il avait percé ses trous, passé ses fusils, et chaque fusil tirait de manière répétitive, transformant sa cabane de bois en sorte de fortin. Il était difficile de savoir de quel trou partirait le prochain tir. Donc, les Mounties n'osaient pas approcher de la cabane. Donc les Mounties durent ramper dans la neige et se cacher derrière les arbres. Mais même à 9 contre 1, Johnson résistait farouchement, disposant d'une grande quantité de munitions apparemment. Tout au long de la journée, puis jusque tard dans la nuit, le combat continua sans relâche. Des coups de feu d'un côté et de l'autre. Il était évident que Johnson n'avait aucune intention de se laisser capturer.
en tout cas vivants. Et les Mounties ne voulaient pas abandonner et laisser un tel danger en liberté. C'était un fou furieux. Malgré tous leurs efforts, ils n'arrivaient pas à prendre le dessus. Après minuit, les officiers finirent par perdre patience. Ils commencèrent à lancer des bâtons de dynamite allumés près de la cabane, puis sur le toit. Les explosions qui suivirent firent s'effondrer le toit et une partie d'un mur. Profitant de ce moment, l'inspecteur Eames et le constable Garland se précipitèrent à l'intérieur parmi la fumée et les débris. Ils découvrirent que Johnson avait creusé une sorte de fosse fortifiée dans le sol où il s'était abrité lors de la déflagration. Donc il était vraiment préparé. Tout comme dans les murs, il avait percé des trous dans les planches du plancher pour y glisser le canon de son fusil. Voyant cela, les deux officiers n'eurent que quelques secondes pour réagir, alors que Johnson ne tire une dernière fois sur Garland, atteignant sa lampe de poche et la faisant voler. Donc le tir est passé à quelques millimètres. Donc il avait tout prévu. Il a prévu que, en faisant exploser le toit, ils allaient venir, il allait se mettre en dessous avec un trou pour son fusil et leur tirer dessus. Donc les deux Mounties s'enfuirent à nouveau de la cabane, regagnant la nuit pour se regrouper et se dire mais ce gars c'est un démon, il avait tout prévu. Vers 4 heures du matin, conscients qu'ils se trouvaient en position de faiblesse, ils décidèrent de battre en retraite jusqu'à Alclavik. 9 contre 1, ils n'ont même pas réussi à l'attraper ou à le contraindre de se rendre. Avec quelques rares munitions restantes, ils ne voulaient pas courir le risque de se retrouver sans défense parce qu'ils étaient venus, ils pensaient qu'en étant venus à 9, Johnson allait se rendre, allait dire bon, c'était une incompréhension, il allait se rendre, mais là, il s'est battu comme un lion, et donc ils n'avaient pas apporté énormément de munitions, mais ça avait duré toute la journée. Et Johnson avait toujours des munitions, et eux n'en avaient plus. Donc maintenant, c'est la grande chasse à l'homme qui va commencer. L'échec du siège de la cabane, comme je vous le disais, pesa lourdement sur tous les hommes de la garnison. C'était un petit peu comme une claque au visage, parce que là on se dit, la GRC, 9 hommes, incapables de l'appréhender, c'est la réputation qui est en jeu, et il y a aussi l'orgueil blessé, ou aussi le sens du devoir, donc tout était un petit peu mêlé, puis King était à l'hôpital, était toujours à l'hôpital, donc une seconde équipe fut constituée une semaine plus tard, avec beaucoup plus de provisions, et de munitions pour un engagement de longue durée. Parce qu'ils se disent, Johnson, c'est un gars préparé. Un gars préparé, puis il est très bon. Donc, là maintenant, on parle d'une expédition plus large. On parle d'une expédition, en fait, c'est pas tout à fait clair. On parle d'une expédition entre 10 et 15 hommes qui quittèrent Alclavik pour retourner à la cabane. La bataille précédente avait fait le tour de la région et tout le monde était au courant. Et la GRC fut rejointe en route par un autre groupe de 11 autochtones, Gwich'in, et donc désireux d'aider à l'arrestation ou à l'exécution de Johnson, parce que eux-mêmes avaient été touchés par Johnson. Donc là, on parle d'une expédition maintenant qui fait plus de 20 hommes combinés entre les autochtones et la GRC. Et eux aussi avaient des comptes à régler avec Johnson, donc ils étaient intéressés de régler les différends qu'ils avaient avec lui. Donc la vingtaine d'hommes convergèrent vers la cabane dans les bois, prêts à une nouvelle confrontation. Lorsqu'ils encerclèrent et approchèrent l'édifice, ils constatèrent qu'il n'y avait plus personne. Donc ils regardèrent dans le sous-sol, il y avait quelque chose qui avait été creusé, il y avait véritablement une galerie avec un espace pour y entreposer des équipements, mais il n'était plus là. Ils supposèrent qu'après l'explosion qui avait détruit une partie de la cabane, Johnson avait lui aussi pris la fuite. Le seul problème, c'est qu'il avait désormais environ une semaine d'avance. Et toutes ces traces avaient disparu. Bon, la neige tombait régulièrement au Canada, la neige tombe régulièrement. Il fut décidé que quatre officiers resteraient à la cabane afin d'attendre son éventuel retour, tandis que le reste, donc environ 14 à 16 personnes, rentrerait. Le sergent d'intendance R.F. Riddle et les constables Edgar Millen, Noël Varaval et Carl Garland furent choisis pour rester sur place.
On leur donna pour consigne que si Johnson ne revenait pas au bout d'une journée, ils devaient remonter la rivière Rat afin de le chercher. C'est ce qu'ils firent. Après plusieurs jours à fouiller les buissons sur chaque rive, épuisés, presque à court de nourriture, ils étaient sur le point de renoncer lorsqu'un détail attira l'œil de Riddle. Une trace très légère de raquettes dans la neige, juste devant eux. Convaincus qu'il s'agissait de la piste de leur homme, les 4 hommes suivirent ces marques avec prudence. Maintenant, c'est la traque du trappeur fou. Le trappeur fou restait fidèle à son surnom. Ses traces zigzaguaient dans la neige, sur de la neige durcie, de manière à laisser le moins de marques possible. Il creusait de petits trous dans les congères pour y faire de minuscules feux de camp, réduisant au minimum la lumière et la fumée pour éviter d'être repéré. Pour se nourrir, il ne chassait que des petites bêtes comme des lapins ou des écureuils capturés à l'aide de collets afin de ne pas tirer au fusil et révéler sa position. Malgré tout cela, les Mounties, en suivant les maigres indices laissés et avec l'aide d'un chasseur autochtone, finirent par repérer son petit campement de fortune. Conscients du danger, ils ne lui offrirent pas la courtoisie d'une sommation. Ils encerclèrent silencieusement le camp, prêts à attaquer par surprise. Mais la semaine passée à fuir dans la nature avait rendu Johnson extrêmement alerte et réagissant au moindre bruit suspect. Et vous ne pouvez pas marcher dans la neige, dans la forêt, sans faire le moindre bruit. C'est impossible. On ignore ce qui le prévint, mais il bondit soudainement de côté à partir de son feu, se jeta sur son fusil et presque instantanément, les Mounties se retrouvèrent à nouveau dans une fusillade. En quelques minutes, le constable Edgar Millen fut touché en plein cœur et mourut presque sur le coup. Le bref silence qui suivit sa chute fut brisé par le rire sinistre de Johnson. Le seul son que les hommes avaient jamais entendu sortir de sa bouche. Il n'avait pas parlé, il n'avait pas crié, juste le rire du contentement d'avoir tué un membre de la GRC. Les Mounties continuèrent de tirer, le coinçant au bord d'une falaise sans issue. Sachant qu'il ne pouvait plus fuir, épuisant ses dernières munitions, Johnson était pratiquement piégé. Et là, vu que il avait tué un officier, et que Edgar Millen était apprécié de ses comparses, là, ça allait être l'exécution en fait. Qu'il savait que s'il se rendait, ils allaient le tuer. Sachant qu'il ne pouvait plus fuir, alors qu'il était piégé, donc à ce moment-là, près de la falaise, Johnson, donc il a choisi de sauter dans le vide. Donc il est au bord d'une falaise, il saute dans le vide, et comme dans les films, il utilise sa hache pour se laisser glisser le bord de la falaise et jusqu'à faire une chute très violente en bas. Mais à la surprise des hommes qui regardent, il se lève et continue à courir. Mais une falaise de près de 50-60 mètres. Donc c'était hallucinant. Riddle retourna alors en hâte vers Aklavik pour informer l'inspecteur Ims de la mort de Millen. En apprenant que l'un de ses hommes avait été tué, Ims demanda l'aide d'un célèbre navigateur et aviateur de Bruce, Wop May, qui était un héros de la Première Guerre mondiale et prospecteur familier de la région Nahanni. Il lui demanda, May, est-ce que tu peux venir nous aider à capturer un gars? Il a tué un de nos hommes. Donc May prépara son avion pour soutenir la chasse à l'homme. La poursuite aérienne est le blizzard. Après avoir obtenu un soutien aérien, l'inspecteur Ims repartit vers la rivière Rat avec un nouveau groupe contenant environ 7 Mounties, 3 constables spéciaux et plusieurs trappeurs bénévoles. Chacun était bien conscient du danger que Johnson représentait, de par ce qui lui avait été conté par Riddle. Donc maintenant il sait qu'un homme a été tué et que dans sa chute, Johnson s'est aidé de sa hache à descendre. Et un mouvement incroyable. Mais le trappeur fou était déjà en mouvement, traversant la frontière vers le Yukon, en s'enfonçant dans les montagnes Richardson. Ayant appris qu'il était toujours en fuite, les hauts responsables de la GRC à Edmonton ordonnèrent à plusieurs détachements de la région de participer à la traque, pour mettre fin à tout cela. Des renforts vinrent de la White Horse, Dawson City, Fort Norman, Fort Simpson et de la ville de Mayo, ainsi que des chasseurs autochtones, trappeurs et propriétaires des postes de traite. Si en fait, un individu comme ça allait mettre à mal les échanges, les trades, et puis il y a des trappeurs, il y a des prospecteurs, qu'ils soient autochtones ou blancs, donc tout le monde, des gens ont eu beaucoup d'acquaintances avec Johnson, et c'est un homme dangereux.
Donc rapidement, Johnson se retrouvant en infériorité numérique, environ 1 contre peut-être 100 personnes qui le poursuivent de l'ouest, de l'est, du sud, et ça vient aussi du nord. Et puis grâce à Wop May, donc qui lui survole la zone et déposait des fournitures ou transportait des officiers d'un point à un autre, la GRC parvint à reprendre la piste de Johnson assez rapidement. Pensant deviner l'itinéraire de Johnson, May transporta certains officiers jusqu'au col de McDougall afin de lui tendre une embuscade. Mais une violente tempête de neige l'obligea à poser son avion avant d'avoir pu déposer tout le monde, obligeant les Mounties restant à se déplacer en raquette et en traîneau. Ils pensaient que le blizzard jouerait en leur faveur, forçant Johnson à s'abriter. Mais il l'utilisa comme couverture. Mais en vérité, il utilisa le blizzard comme couverture pour faire l'inconcevable. Au lieu de passer par le col, où les Mounties l'attendaient, il escalada les parois rocheuses abruptes et les arêtes des montagnes Richardson sans équipement d'escalade en pleine tempête. Donc une température qui déjà dans un temps normal, vous êtes à moins 40. Mais avec le vent, le blizzard, on parle d'une température qui descend facilement à moins 50, moins 60, même voire plus. Les meilleurs alpinistes et guides autochtones avaient assuré aux Mounties que personne ne pouvait accomplir un tel exploit. Même en étant équipé, c'était à la limite de l'impossible. Alors sans équipement, oubliez ça. Et surtout dans ces conditions. Pourtant, un miracle, Johnson y parvint. Jusqu'à leur mort, tous ceux qui participèrent à la chasse à l'homme n'eurent aucune explication logique sur la façon dont il fit cela. C'était juste incompréhensible. Maintenant, le dernier affrontement sur la rivière Eagle. Une fois la tempête passée, Wop May repartit en avion pour tenter de repérer les traces de Johnson. Il le retrouva de l'autre côté de la montagne. Donc, avec surprise, il avait passé le col de la montagne en montant les parois. Passant de l'autre côté de la montagne, il était descendu. Donc, très surpris, May indiqua par radio à l'inspecteur Eames qu'il avait vu Johnson de l'autre côté de la montagne. Il revint chercher l'inspecteur Eames, le constable Garland et le sergent Riddle, puis les déposa dans un poste avancé juste au-delà de la position supposée de Johnson. Là, ils rejoignirent une équipe de 8 Mounties qui traquaient aussi le trappeur. Eames demanda à May de décoller à nouveau, de repérer Johnson depuis les airs, puis de tourner au-dessus de sa position afin que l'équipe au sol puisse le localiser. En suivant la piste depuis le ciel, May finit par perdre Johnson lorsque ses traces se confondirent avec celles d'un troupeau de caribous en migration. Par un pur hasard, le sergent-chef Earl Hersey, qui marchait en éclaireur devant Eames et les 10 autres Mounties, tomba nez à nez avec Johnson. Ce dernier marchait à reculons dans ses propres empreintes pour donner l'illusion qu'il allait dans la direction opposée. Et ce gars-là, c'était un démon. Capable de résister à la montagne, inventant des pièges. Eux aussi étaient tellement surpris de le voir, sans hésiter, eux aussi le mit en joue, épaula son fusil et tira immédiatement. Il manqua sa cible. Johnson réagit immédiatement, se retourna et tira une seule balle sur Hersey, qui traversa son coude gauche, son genou gauche, puis alla se loger dans sa poitrine. Alors c'est une balle très étrange qui fait ce trajet. Moi j'y connais rien, mais ceux qui sont les spécialistes des tirs jugeront. Alors je sais pas comment Hersey était positionné, il était sûrement positionné à genoux quand il a tiré. C'est peut-être ça qui a fait que l'impact a touché différents aspects du corps. En tout cas, entendant les tirs, les Mounties qui n'étaient qu'à une courte distance derrière lui se précipitèrent et réussirent à acculer Johnson sur la rivière Eagle, alors gelée et recouverte de neige. Sans endroit où fuir, Johnson se blottit derrière une congère et ouvrit le feu sur les policiers qui approchaient. Donc malgré tout cela, il arrive à encore réagir, tirer sur ses adversaires. Mais cette fois-ci, il était à court de munitions, alors que ses poursuivants en avaient largement. Donc ils avaient le temps de tirer, de l'empêcher de bouger, le cribler de balles. Donc
Sous une pluie de balles, Garland et 3 autres officiers contournèrent sa position. Ils tirèrent à plusieurs reprises. Une balle traversa l'épaule de Johnson, une autre se logea dans son abdomen et une troisième atteignit des munitions qu'il portait dans une poche, les faisant exploser en arrachant de gros morceaux de chair à sa cuisse. Malgré tout, le trappeur fou semblait insensible au supplice, continuant à tirer avec une précision presque inhumaine, riant d'une voix très étrange. Mais il ne pouvait plus tenir. Tourné vers Garland et les 3 autres, il oublia la progression d'un second groupe de Mounties arrivant par l'autre rive. Depuis son avion, May volait à basse altitude, observant le champ de bataille sous la neige et la fumée des fusils. Il aperçut les silhouettes approchant de Johnson, qui n'avait plus d'issue. Quand May repassa une deuxième fois, le combat était terminé. Le groupe de Mounties entourait le corps sans vie de Johnson, baignant dans son propre sang sur la neige et la glace. Donc le 17 février 1932, après avoir échappé à la GRC pendant 48 jours, en plein hiver, traversant les montagnes, sautant d'une falaise, Albert Johnson, le trappeur fou de la rivière Rat, était enfin mort. Maintenant, le butin de Johnson et les dents en or. Soulagés, les hommes présents autour du cadavre prirent un moment pour respirer. Certains s'effondrèrent dans la neige, à moitié incrédules d'en avoir terminé avec cette histoire, avec cet homme qui était incroyablement fort, disposé à tous les pièges, prêt à tout pour échapper à la GRC. Pendant ce temps, l'inspecteur Himes et quelques autres s'approchèrent du corps pour l'examiner et fouiller ses poches. Il fallut 7 blessures par balle pour le faire tomber. Il mourut avec un rictus grimaçant figé sur le visage, comme s'il s'était acharné jusqu'à la dernière seconde à essayer d'emporter quelqu'un avec lui. Dans ses poches, ils trouvèrent plus de $2000 en billets canadiens. À l'époque, c'était une fortune. Et 5 billets américains. Donc ça veut dire qu'il est parti aux États-Unis. Dans son sac, il y avait 2 fusils, un fusil de chasse, un écureuil mort, une bouteille de whisky, sa hache, une boîte de graisse, une boussole, un flacon de pilules médicinales, quelques paillettes d'or et un bocal contenant 5 perles et 5 plombages en or dentaire. Donc, plombage en or dentaire, donc des dents qu'il a dû arracher à des gens qu'il a tués. Ce sont des plombages qui intriguèrent le plus les hommes. Pour eux, cela indiquait que Johnson vendait depuis longtemps ses services mortels dans la vallée Nahanni, tuant les prospecteurs qui passaient trop près de sa cabane, pillant leurs biens, accumulant armes et munitions et arrachant même l'or de leurs dents. L'histoire du trappeur fou, finalement, devint instantanément célèbre à travers le Canada. Elle fut reconnue comme l'une des plus grandes et longues chasses à l'homme de l'histoire du pays. Très vite, une question se posa. Qui était réellement le trappeur fou ? Albert Johnson n'était que le nom qu'il avait donné à ceux qui le lui demandaient. Comme mentionné plus tôt, il l'avait probablement volé à un autre prospecteur de la région. Beaucoup savaient, mais sans autre identité, ce nom lui resta. Parce qu'il ne connaissait pas son vrai nom. Il savait qu'il mentait, mais il ne connaissait pas son vrai nom. Donc le nom resta. Pour beaucoup, il n'était qu'un trappeur devenu fou après des années d'isolement total. Avec les 5 billets américains, certains pensaient qu'il pourrait être un braqueur de banque venu des États-Unis. D'autres supposèrent qu'il avait simplement volé ses billets à un prospecteur américain de passage venu chercher de l'or dans le Yukon. Parce que Albert Johnson, le trappeur fou, a opéré à la fois au Yukon, mais il a été très présent dans la vallée Nahanni. Donc pendant des décennies, l'identité du trappeur fou resta inconnue. Alors, la théorie Arthur Nelson et Yukon Fisher. En 1972, un certain Dick North publia un livre intitulé The Mad Trapper of Rat River, A True Story of Canada's Biggest Manhunt. Donc le trappeur fou de la rivière Rat, la véritable histoire de la plus grande chasse à l'homme au Canada. Dans ce livre, il écrivait qu'il pensait qu'Albert Johnson, le trappeur fou, était en réalité un homme du nom d'Arthur Nelson. Nelson était connu comme un homme extrêmement asocial et étrange et qui errait dans les territoires du Nord canadien
jusqu'aux années 1930, lorsqu'il disparut dans la vallée Nahanni. Dick North est mis dans l'hypothèse que Johnson était responsable de plusieurs morts dans la vallée, y compris celle du célèbre Yukon Fisher. Si vous avez écouté l'épisode précédent, vous savez de quoi il s'agit. C'est ici que la question de la malédiction prend un tournant intéressant. Certaines personnes croient fermement que la fameuse malédiction qui aurait frappé la vallée Nahanni pendant des années, laissant trappeurs, prospecteurs et explorateurs décapités, aurait en réalité été causée par Arthur Nelson, le faux Albert Johnson, le trappeur fou, plutôt que par un esprit mystérieux ou une créature sanguinaire. Selon cette théorie, ce n'était pas un monstre ou une force obscure qui errait dans les bois, mais un homme fou tuant ceux qui s'aventuraient trop loin sur son territoire, volant leurs dents en or et sectionnant proprement leur tête pour dissimuler ses crimes. Évidemment, cela pourrait expliquer certaines des morts recensées dans la vallée. Nous avons vu à quel point il était dangereux, fou, mais également un très 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 bon tireur. Avec l'élément de surprise, il aurait facilement pu abattre ses victimes, prendre ce qu'il voulait, puis couper leur tête avant que quiconque n'ait la moindre idée de ce qui s'était passé. Les hors-la-loi et les fous peuvent expliquer une partie des morts et disparitions dans la vallée Nahanni et la forêt Nahanni, mais certainement pas toutes. Il existe d'innombrables cas, encore plus étranges, des disparitions, des effondrements psychologiques et des observations qui ne s'alignent pas avec la théorie d'homme dangereux comme seul responsable. Maintenant, la science moderne blanchit Arthur Nelson. Il existe même des informations qui laissent penser qu'Arthur Nelson, donc le trappeur fou, pourrait effectivement être innocent de certains meurtres de prospecteurs. Des gens disparaissent déjà et mouraient dans la région des décennies avant qu'ils ne s'y installent, bien avant les années 30. Il ne pouvait donc pas être responsable des morts antérieures. Et puis les Indiens d'aînés parlent de disparition inexpliquée, les Blancs parlent de disparition inexpliquée bien avant l'arrivée d'Arthur Nelson. De plus, des tests médico-légaux modernes ont été pratiqués sur les restes exhumés. En 2009, des analyses furent réalisées sur les dents en or trouvées sur lui, afin de déterminer s'il provenait de sa propre bouche ou de celle d'autres victimes. Les résultats furent assez surprenants. Les dents en or du bocal provenaient de sa propre bouche. Il n'existe donc aucune preuve qu'il ait tué qui que ce soit en dehors du constable Edgar Millen. Bien que l'histoire soit terrifiante, il est peu probable qu'Arthur Nelson soit le principal responsable de ce qu'on appelle la malédiction de Nahanni. Il était la dernière explication raisonnable que nous avions. Le reste désormais se trouve dans le domaine de l'incroyable, du surnaturel et naturellement du paranormal. Alors effectivement, lorsque l'on parle d'esprit, de malédiction, et surtout en Amérique du Nord, on a tendance à faire référence naturellement au peuple des Premières Nations. Alors, les esprits selon le peuple Déné, alors les Dénés c'est ce peuple qui habite la région de la vallée Nahanni et ses environs depuis des centaines d'années, peut-être voire des milliers d'années, parle de cette terre comme si elle était hantée par des esprits ou des spectres invisibles rôdant entre les arbres et habitant les grottes perdues. Alors il faut comprendre que c'est une région, la vallée Nahanni, c'est une région qui a une datation très ancienne. On parle de millions d'années. Okay. Donc, de par la longévité par laquelle cet endroit existe, influe naturellement la perception que l'on peut en avoir, surtout lorsque l'on est un peuple spirituel comme les gens des Premières Nations. L'un de ces esprits est appelé par les Dénés le Dambaza. Les membres de la tribu, qui devaient traverser la vallée pour une raison quelconque, offraient des offrandes aux sources chaudes de Rabbit Kettle. Le kettle, c'est là où on chauffe l'eau, une bouilloire. Et donc la bouilloire de Rabbit Kettle, donc des sources chaudes, donc on parle de bouilloire. Donc lorsque l'on faisait ces offrandes, on espérait sécuriser un passage sans danger et apaiser l'esprit d'Ambaza. Pour eux, il s'agissait d'un esprit bienveillant qui, en échange de ces offrandes, leur accordait de la chance comme un temps clément ou des zones de chasse abondantes.
Le Dambaza n'est qu'un des nombreux esprits qui abritent cette oasis cachée qu'est la vallée Nahani. Il est l'un des rares esprits tolérables. D'autres, en revanche, sont entièrement tournés vers la chasse et le meurtre. La chasse des humains et vers le meurtre. Pour les Dénés, il existe 5 catégories d'esprits dans la vallée Nahani. Les grands esprits, les âmes, les ombres ou esprits d'ombre, les démons familiers, ou ce qu'on appelle dans les traditions chrétiennes, on appelle ça les esprits familiers. Il y a des chamans et une 5e catégorie qu'on appelle les Altara nus. La pire d'entre toutes que nous ne traiterons pas dans cet épisode-ci. Nous allons plutôt nous concentrer sur les 4 premières. La 5e viendra plus tard et vous comprendrez pourquoi. Les grands esprits. Alors, vent, chaleur, froid et la mauvaise chose. La première catégorie, les grands esprits, est généralement liée aux 3 éléments terrestres, plus un 4e esprit distinct. Les 3 premiers sont les esprits du vent, de la chaleur et du froid. On pourrait dire aujourd'hui qu'ils ressemblent à des entités élémentaires. L'esprit du vent, Altsi Kaka, souverain des éléments de l'air, est considéré comme plutôt bénin. Les Dénés, qui partent pour de longs voyages à pied sur les montagnes ou en canoë, l'invoquent souvent par des chants ou de petites offrandes afin de s'assurer de vents favorables. L'esprit de la chaleur, Rolat Kaka, maître des mois d'été, est censé aider les humains en les gardant au chaud. La légende veut que les crépitements d'un feu de camp soient la manière de demander de la nourriture. On lui répond en jetant des bûches, des branches, voire de la viande dans le feu pour l'alimenter, ainsi nous garder au chaud. En été, on ne ressent pas toujours son importance, mais dès que l'hiver s'installe, son rôle devient absolument vital pour les humains. Chaque année, l'esprit de la chaleur et l'esprit du froid, Zadat Kaka, s'affrontent pendant les mois de printemps et d'automne. Quand l'hiver règne, l'esprit du froid prospère. Il aime piéger des gens dans les cols de montagne, les ensevelir sous la neige, puis les geler jusqu'à la mort. On dit qu'il frappe vite, laissant très peu de temps à ses victimes pour allumer un feu et appeler l'esprit de la chaleur à la rescousse. Si vous vous souvenez de l'épisode précédent, nous avons parlé de John O'Brien, un trappeur retrouvé gelé, drapé dans une couverture de laine et gelé de manière instantanée. Et assis devant un feu éteint, tenant une allumette entre les doigts, comme s'il était le point d'allumer et d'invoquer l'esprit de la chaleur, Rolat Kaka, alors que Zadat Kaka l'avait déjà attaqué. Ceux qui croient en Zadat Kaka pensent que c'est lui que John O'Brien a rencontré dans les années 1920. Ces esprits élémentaires sont réputés parcourir le monde entier et tout le monde a, d'une façon ou d'une autre, déjà fait l'expérience de leur influence. Mais il existe un 4e esprit ou un 4e grand esprit propre au Nahani dont le nom se traduit littéralement par la mauvaise chose. Et c'est cet esprit-là que l'on accuse le plus souvent d'avoir attaqué les frères MacLeod. Les 2 frères MacLeod qui ont été retrouvés la tête coupée. C'est un spectre fantomatique dont le seul but est de répandre maladie et peste, de tuer l'humanité. À la tombée de la nuit, il parcourt les bois, cherchant tout humain assez fou pour pénétrer sur son territoire. Il est attiré par la lumière du feu de camp, rôde à la limite du cercle de lumière, guettant le moment où quelqu'un s'éloigne un peu trop de la protection de l'esprit de la chaleur. Dès que cela se produit, il étend sa main osseuse et translucide pour infecter la personne d'une maladie incurable. En quelques jours, voire quelques heures, la victime commence à ressentir les effets de cette malédiction. Le sang semble se changer en glace, l'estomac se tordre et bouillir, les yeux se mettent à saigner. Personne ne sait vraiment de quel fléau il s'agit, mais il n'existe ni remède, ni moyen d'arrêter sa progression. Maintenant, les âmes perdues de la vallée. On passe maintenant à la 2e catégorie, les âmes. La vallée elle-même est censée contenir les âmes oubliées de ceux qui sont entrés et n'en sont jamais repartis. Prospecteurs après prospecteurs, trappeurs après trappeurs, explorateurs après explorateurs, tous mourant parmi les pins et les montagnes rocheuses. Leur âme reste piégée,
tourmentés, incapables de quitter la vallée qui les a tués. Rencontrer l'un de ces esprits désespérés mène aux hantises classiques. Présence, apparition, phénomènes étranges. Ce sont les types de fantômes que l'on pourrait retrouver dans n'importe quel lieu hanté au monde. Pour les Dénés, l'âme d'un défunt demeure près de son corps terrestre en attente d'une autre vie, d'une réincarnation. Mais il y a un hic. L'âme ne peut être réincarnée si le corps n'a pas reçu des funérailles appropriées. La vallée Nahanni est immense et largement inexplorée. Les gens y meurent. Les gens qui y meurent et qui ne sont jamais retrouvés ni honorés sont condamnés à errer sans fin parmi les arbres, dans l'obscurité, à chercher une issue qui ne vient jamais. Les ombres, guéillés, esprits protecteurs. Les âmes d'ombre ou guéillés, bien que son nom puisse sembler menaçant, sont en réalité assez familières. Tant qu'on respecte les traditions anciennes de respect envers les créatures, la nature et les autres êtres humains, il est dit que tout ce monde possède son propre guéillé. Vous en avez un qui veille sur vous, et moi aussi. C'est un peu comme des anges protecteurs, des Watchers. Donc on avait parlé dans l'épisode 18 des Watchers. On sait que les Watchers ont été remplacés par Dieu. D'autres Watchers sont venus remplacer ceux qui se sont mêlés avec les femmes humaines. Et donc dans la tradition autochtone, les guéillés sont des anges protecteurs. Donc pour les Dénés, les guéillés sont une entité qui se lie à une chose ou à une personne et reste à ses côtés, la protégeant contre ceux qui chercheraient à lui nuire. Pour les Dénés, certaines créatures très nombreuses, comme les souris, les oiseaux, partagent un même esprit d'ombre qui veille sur l'ensemble du groupe. Les plantes et objets naturels ont également leur propre guéillé. Si vous blessez quelqu'un ou endommagez quelque chose, le guéillé offensé se vengera en vous infligeant un certain type de châtiment. Donc comme vous touchez une rose et vous vous piquez, parce qu'on veut vous infliger une punition ou un châtiment. Parmi tous les esprits qui pourraient rôder dans la vallée Nahanni, les esprits d'ombre sont les plus bienveillants. Leur mission est de protéger. Ils ne tolèrent pas l'injustice envers leurs protégés. Viennent ensuite les démons familiers des chamans, appelés Alta. Ce sont en quelque sorte des guerriers plus puissants, commandés par des chamans pour leur servir d'outils. Vous savez, il y a cette légende dont je n'ai pas encore parlé, cette légende du roi Salomon, qui était le fils du roi David, et qui avait une bague où il pouvait commander les démons. Et donc, il était considéré comme le roi Salomon était considéré comme un sorcier qui contrôlait les démons. Et avec les démons, il avait construit le fameux temple de Jérusalem. Okay. Donc, en règle générale, quand on parle des Altas, en principe, on n'a pas trop à s'en soucier. Ils sont généralement utilisés pour apporter chance, guérir des maladies, faciliter la communication avec d'autres esprits, ou encore pour lancer des malédictions et s'assurer qu'elles soient exécutées. Rappelez-vous que depuis des années, de nombreuses personnes croient qu'une malédiction couvre toute la vallée Nahanni. Quiconque s'y aventure avec l'intention de piller ses ressources ou de perturber l'équilibre de son écosystème est censé rencontrer une terrible fin. Devenir fou, comme les 5 prospecteurs de la cabine dans la cabine de la famine au lac Macmillan, ou le trappeur fou de la rivière Rat, ou mourir comme dans tant d'autres histoires. On ignore quel démon familier est chargé d'imposer cette malédiction, mais il est probable qu'elle ait été lancée par un puissant chaman souhaitant protéger son peuple ou ayant été trahi par des hommes blancs venus pour voler et exploiter la vallée Nahanni. Alors, maintenant, il y a une histoire qui est l'histoire d'Oscar le chaman et l'ours possédé. Pour tester votre mémoire, rappelons l'histoire de Martin Jorgensen. Dans l'épisode précédent, nous avons lu que Poolfield entra dans la vallée après avoir reçu une lettre de lui demandant de venir. Bill Atkinson était à ce moment enfermé dans une prison de la GRC, si bien que Poole se fit accompagner par un guide autochtone nommé Oscar. Il joue un rôle assez discret dans le récit initial, mais une lettre de Poole nous apprend un détail crucial. Oscar était en réalité un chaman très puissant. Toujours selon Poole, Oscar avait un rival amoureux, un autre homme intéressé par la même femme. Pour se débarrasser de lui,
Oscar avait ordonné à son Alta, son démon familier, de prendre le contrôle d'un ours sauvage. L'ours, rendu fou, parcourut la vallée à la recherche de sa cible, le trouva et le déchiqueta. Pensant l'homme mort, l'Alta revint auprès d'Oscar. Mais le rival fut sauvé par les guérisseurs de sa tribu et apprit qu'Oscar était soupçonné d'avoir envoyé l'ours pour le tuer. Nous ignorons la suite de cette histoire. Si la rivalité pour une femme s'est poursuivie, qui a gagné son cœur, etc., mais elle illustre les actions que des démons familiers pourraient accomplir sur ordre d'un chaman des desseins tragiques. En règle générale, d'après les légendes, ils ne sont pas une menace directe pour tout le monde, à l'exception de celui qui veille sur la vallée entière. Pour la plupart des gens, tant qu'ils ne s'attirent pas la colère d'un chaman, ils ont peu de chances de croiser un Alta. Hantises et témoignages modernes. Alors, les hantises dans la vallée Nahanni sont fréquentes. Moi, je me considère comme sceptique pour la plupart des choses, mais pour la vallée Nahanni, j'ai certains doutes qui sont liés aussi à ce qui se passe à Skinwalker Ranch, qui pour moi est un ensemble d'éléments, y compris des légendes amérindiennes. Mais encore une fois, pour la vallée Nahanni ou Skinwalker Ranch, j'ai peu de doute qu'il y ait des esprits qui y règnent. Pour moi, c'est assez évident. Quand on parle d'esprit, on parle peut-être d'entités spirituelles qui sont interdimensionnelles. Comme on voit à Skinwalker Ranch, les portails interdimensionnels qui s'ouvrent. Là, on voit des entités qui pourraient avoir des actions violentes. Et pour apporter à cela, il y a des centaines d'explorateurs ayant parcouru ce paysage sauvage qu'est la vallée Nahanni, ayant réussi à en revenir. Alors, j'en veux pour preuve des centaines d'explorateurs ayant parcouru ce paysage sauvage qu'est la vallée Nahanni, ayant réussi à en revenir et ont juré qu'il y avait plus d'événements inexplicables là-bas que partout ailleurs réunis dans toute leur vie. Donc, ce qu'ils ont vécu là-bas dépasse l'entendement. Un phénomène commun rapporté dans de nombreux témoignages décrit des cris fantasmiques et des gémissements portés par le vent. Exactement ce que décrivait Mackenzie qui avait été perdu avec son avion. Et donc des gémissements portés par le vent à travers des sapins et pins, des hurlements nocturnes qui ne ressemblent ni à ceux de loups ni à ceux d'autres bêtes. Ces sons semblent suivre les voyageurs, se rapprochant chaque nuit jusqu'à atteindre le camp. Pendant des décennies, des frontiersmen, donc des gens qui vivaient dans la frontière entre le Yukon et les territoires du Nord-Ouest et qui ont fréquenté la vallée Nahanni, disent avoir été chassés de la vallée, qui ont décrit la qualité quasi humaine de ces cris, ces hurlements glaciaux qui les poursuivaient dans l'obscurité. Le célèbre auteur et journaliste canadien Pierre Berton se rendit lui-même dans la vallée Nahanni, accompagné de 3 hommes, Ross Baker, Art Jones et Ed Enradi. Les 4 pénétrèrent profondément dans ce monde perdu et finirent par atteindre l'endroit même où Frank et Willie McLeod périrent, ainsi que Martin Jorgensen. Dans ses écrits, se remémorant son séjour, Pierre Berton décrivit ainsi les vents et les sons hantés qu'ils entendirent. Et il dit, alors que nous tenions là en silence, nous entendîmes au loin un son étrange, terrible, qui faisait froid dans le dos. Un long hurlement plaintif descendu de la montagne dans la vallée, qui mourait puis montait de nouveau, plus fort encore. Est-ce le grand esprit dont les Indiens disaient qu'il se cachait dans les montagnes? Là, donc au cœur même de la vallée Nahanni, non loin de l'endroit où les corps des McLeod furent retrouvés ce jour froid de 1947, je le ressentis aussi fortement que quiconque pouvait le faire. Le vent commençait à se lever dans les canyons. Et en se déchaînant dans le grand amphithéâtre de la vallée, il se mit à gémir presque comme un être vivant. Le hurlement de Banshee nous fit dresser les cheveux sur la nuque,
car c'était sans aucun doute le son de l'esprit dont tant d'hommes avaient parlé et chuchoté. Donc vous voyez bien que les anciennes histoires d'esprits vengeurs et d'âmes perdues peuvent être faciles à rejeter pour beaucoup. Donc beaucoup qui ne croient pas en cela, qui croient des choses plus tangibles. En fait, l'absence de preuves tangibles d'une quelconque vie après la mort a fait de nombreux sceptiques à travers le monde. Okay, donc, naturellement, quand on parle d'esprit, ça fait intervenir une connaissance sur le monde spirituel, où j'ai fait une analyse spirituelle, notamment du phénomène Missing 411 entre l'analyse spirituelle 1 et 2. Donc, ça amène beaucoup de questions. Mais la vallée, encore une fois, Nahanni est un endroit très particulier. Je n'y suis jamais allé. J'aimerais beaucoup y aller. Des non-croyants et des sceptiques y sont entrés pour en ressortir quelques jours plus tard convaincus qu'il existe plus de choses dans l'existence que ce que l'on peut voir. Les esprits y ont de l'influence. Ils y sont la force dominante et veillent à préserver l'ordre naturel de ce paradis perdu. Parce que les gens qui vont disent que c'est un endroit absolument magnifique. La plupart de ces endroits présentent leurs propres dangers pour les intrus. Mais si on se contente en règle générale de garder ses distances, sauf pour quelques-uns qu'il vaut mieux simplement éviter. Le plus ironique est que les esprits ne sont peut-être pas le plus grand danger de la vallée. Les autres dangers sont plus tangibles, plus protecteurs de leur territoire, et bien plus mortels. C'est là que nous reprendrons dans la 3e partie de la série sur les légendes de la vallée Nahanni. Moi j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si c'est le cas, préparez-vous pour le prochain, parce que le prochain ça va secouer. Car nous allons plonger dans des légendes anciennes que je trouve personnellement incroyablement fascinantes, et qui ont des réverbérations par rapport à l'analyse spirituelle, partie 2, que j'ai réalisée récemment. Donc encore une fois, si vous avez aimé cette série, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre la série et les hors-séries que je fais. Donc moi je fais avant tout pour le plaisir, et je le fais comme je pourrais le partager ça avec un ami ou un membre de ma famille. Donc encore une fois, merci à tous pour votre soutien jusqu'ici. J'espère que vous appréciez la série, les hors-séries que je prends énormément de plaisir à faire. Alors nous nous retrouvons dans 2 semaines pour la suite de la vallée Nahanni, pour que je prenne le temps d'écrire, d'enregistrer, de monter la partie 3. Mais je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Cryptide et Bizarrerie. On va attaquer un phénomène intéressant qui n'est pas lié au cryptide, mais qui est un élément bizarre. Donc j'avais dit à Jean-Luc que j'allais changer le nom de sur série des cryptides. J'avais dit à Jean-Luc que j'allais changer le nom de la série sur les cryptides et que j'allais appeler ça Cryptide et Bizarrerie. Donc nous allons attaquer les enfants aux yeux noirs, de Black Eyed Kids. Et je pense sincèrement que l'attente d'une semaine vaudra la peine, parce que c'est un sujet que je trouve absolument fascinant et que je voulais faire depuis un moment, mais voilà, l'occasion se présente, donc voilà. Alors que nous nous approchons de la fin de l'année, je voulais vraiment vous souhaiter à tous et à toutes mes meilleurs vœux, que cette année vous apporte santé, bonheur et de nombreuses découvertes passionnantes et d'opportunités fascinantes également pour vous. Comme toujours, vous pouvez me contacter par email à crossconnect 74proton.me, que vous voyez à l'écran, pour m'envoyer vos propres histoires personnelles, de phénomènes inexpliqués ou d'événements étranges, et vos questions. Si vous ne souhaitez pas les publier sur le chat de YouTube ou bien de Rumble, n'hésitez pas. Merci encore pour votre fidélité et le soutien que vous avez apporté durant ces quelques mois d'abstinence professionnelle pour moi. Et naturellement, et à bientôt. Et encore une fois, bonne année à toutes et à tous. Prenez soin de vous et de vos familles, car c'est cela le plus important. Et puis, on se retrouve très bientôt. Merci. À très bientôt.